Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter rapidement parce qu'il y en a certains qui ne me connaissent pas. Donc, Yann Papastratis, je travaille à la Chambre régionale de métiers et d'artisanat d'Occitanie où je suis responsable marketing et je coordonne également les dispositifs d'accompagnement des créateurs, repreneurs, cédants, ainsi que les formalités des entreprises. Je suis avec Olivier Sanche qui travaille à la plateforme KissKissBankBank et qui est the spécialiste des projets artisanaux. Il se présentera un peu plus longuement tout à l'heure. Un petit mot sur le contexte et sur le pourquoi de cette formation, de ce webinaire formation. Dans le cadre de ce contexte particulier de crise, nos instances ont jugé que le financement participatif pouvait constituer un outil très utile pour certaines entreprises pour les aider à relancer leur activité. Et à fort juste titre d'ailleurs. Et dans ce cadre, nous avons demandé de renforcer notre partenariat avec notre partenaire historique sur ce sujet, qui est la plateforme KissKissBankBank. Et on développera tout ça tout à l'heure avec Olivier. Pour ce faire, nous avons prévu à très court terme deux actions. La première, c'est cette formation destinée donc aux agents des CMA d'Occitanie, qui vous permettra d'avoir, pour ceux qui ne connaissent pas trop, les clés du financement participatif, comment fonctionne notre partenariat avec la plateforme KissKissBankBank et d'en savoir plus sur tout ça. C'est une mise à niveau pour certains qui ont peut-être déjà suivi des formations en présentiel avec Olivier, qui passe sa vie d'habitude à faire le tour de France des chambres de métiers pour former les collaborateurs. La deuxième action à très court terme, c'est que nous allons également proposer un webinaire sur le thème du financement participatif pour les artisans. Donc ce webinaire sera également co-animé par Olivier et par notre collègue Thierry Collas de la Chambre de métiers du Gard, qui est un des agents les plus expérimentés dans notre réseau dans le domaine du financement participatif. Webinaire que nous avons préparé également avec le concours d'Inès Gagné de la Chambre de métiers du Gard, qui est avec nous ce matin. Thierry nous rejoindra également. Ils pourront d'ailleurs vous faire part de leur expérience dans ce domaine. Donc ce webinaire, on va le tourner jeudi et après il sera diffusé tous les mardis à 18 h à partir de mardi prochain, mardi 12, sur cette même plateforme. J'ai envoyé ce matin à tous les responsables éco et formation continue des 13 CMA le lien d'inscription pour ce webinaire sur le financement participatif à destination des artisans. Donc vous pourrez vous le procurer assez facilement. Voilà pour l'intro. Donc vous êtes une vingtaine à être là ce matin. Donc on a prévu avec Olivier un format court et favorisant l'échange. Donc Olivier va vous faire une présentation assez courte sous forme de slide pendant, je ne sais pas trop, peut-être une trentaine de minutes dans ces eaux-là. Vous pourrez intervenir pendant la présentation, mais peut-être qu'on favorisera les questions après la présentation. L'idée étant de pouvoir répondre à un maximum de questions. Alors pour ce faire, vous avez plusieurs possibilités. Soit effectivement, vous pouvez prendre la parole grâce à votre micro. À ce moment-là, le mieux, c'est peut-être de lever la main avant, comme on est assez nombreux. Alors vous avez quelque part une petite icône en forme de main qui vous permet de vous manifester et de dire « je veux prendre la parole ». Et à ce moment-là, on vous la donnera. Et vous avez également un chat qui vous permet de poser des questions par écrit. Si vous ne voulez pas les poser à l'oral, elles nous arriveront à Olivier et à moi. Et si on est attentif, on les verra et on essaiera d'y répondre. Voilà pour les règles du jeu. Donc on est parti pour 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie en fonction de vos questions d'échange sur le financement participatif en général, sur le financement participatif, en quoi il peut être utile pour les artisans, pourquoi il peut être utile pour les artisans en particulier dans cette période de crise, et comment fonctionne notre super partenariat avec la plateforme KissKissBankBank.
Voilà pour cette intro. Et je vais laisser tout de suite la parole à notre ami Olivier Sange pour qu'il se présente dans un premier temps et puis ensuite on commence la présentation. À toi, Olivier. Merci. Et simplement pour info, tu as activé le partage de mon écran, Yann? Eh ben, écoute, normalement oui, mais je vais le vérifier tout de suite. Hop, désigné comme présentateur. Donc voilà, je pensais l'avoir fait, mais maintenant c'est fait. Donc tu peux mettre ton slide si tu veux. Ok, je, je vais le mettre dans un instant. Donc je me présente d'abord effectivement. Pour ceux qui me connaissent, je suis peut-être déjà passé en effet dans certaines de vos CMA. Je suis le référent artisanat pour KissKissBankBank. Et pour mon parcours personnel, je connais bien les CMA puisque avant de travailler chez KissKissBankBank, j'étais moi-même chargé de développement économique dans la fonction publique territoriale. J'animais différents programmes, notamment des FISAC, des choses comme ça, en lien très direct avec les CMA. Et je travaille donc avec les CMA depuis une vingtaine d'années à peu près. Vous m'entendez bien là? Oui, on entend bien. Bon, a priori c'est bon, Olivier. Ah, par contre, on t'entend plus, toi. Donc il faudrait peut-être que tu recliques sur ton micro. Olivier, ton micro est coupé. Ah, alors, attends. Voilà, c'est bon. Alors je ne sais pas pourquoi le micro se déconnecte tout seul. Je n'ai même pas la main dessus. Alors c'est Vous peut-être moi m'entendez qui ai là? fait c'est peut-être moi qui ai fait une bêtise. Ok. Bon, c'est bon. Moi, normalement, je n'ai plus de clignotant rouge. Vous devriez m'entendre, je pense. Je ne sais pas du coup où le son a été coupé. Donc je disais rapidement, je suis Olivier, donc référent artisanat chez KissKissBankBank et auparavant j'ai été chargé de développement économique, développeur territorial et je travaille avec les CMA depuis une vingtaine d'années à différents titres du coup. Et donc nous allons commencer très directement. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous voyez mon écran? Oui. Oui. Vous n'avez Oui. pas le parasitage du petit écran d'administrateur sur la droite que j'ai pour ma part? Non, c'est bon. Je vois que vous ne l'avez Non. pas. Ok. A priori, c'est bon. Parfait. Donc, très rapidement, puisqu'effectivement, comme Yann l'indiquait, on est plutôt sur un format court, un petit historique pour présenter ou représenter KissKissBankBank à ceux qui ne connaissent pas. KissKissBankBank est une des deux plateformes pionnières au niveau mondial du financement participatif sous la forme de levée de fonds sous forme de dons ou de prévente. KissKissBankBank existe depuis 2009 et s'est lancé en même temps que l'autre plateforme leader au niveau mondial côté américain qui est Kickstarter. Depuis 2009, les projets ont été nombreux. Vous avez les chiffres à l'écran. J'ai fait une capture des chiffres hier au soir. Donc, vous voyez que depuis 2009, ce sont plus de 175 millions d'euros de levée de fonds qui ont été réalisés. Et puis, vous voyez aussi au niveau de la communauté et des contributeurs, en bas, au milieu, le chiffre de 1 923 844 KissBankers, donc quasiment 2 millions de personnes qui sont des particuliers inscrits sur la plateforme et qui ont déjà contribué au moins à un projet en ligne. Vous voyez également sur cet écran au passage que les contributeurs peuvent venir potentiellement du monde entier. Ce qui fait qu'un artisan qui a éventuellement un besoin de visibilité ou qui a une clientèle à l'international peut aussi proposer cette interface de levée de fonds sous forme de dons à des clients étrangers. Le partenariat avec CMA France existe depuis 2016. Il a été inauguré en 2016, notamment eh bien avec la CRMA d'Occitanie, puisque la CRMA est la toute première en France, l'une des premières régions à s'être lancée dans ce partenariat.
Le partenariat est formalisé par ce que l'on appelle une page mentor. Vous en avez ici un aperçu à l'écran. Une page mentor donc qui est hébergée sur KissKissBankBank et qui présente à l'instant T l'historique de tous les projets qui ont été accompagnés par vos collègues partout en France. Vous avez donc également les chiffres globaux concernant le partenariat. À ce jour, 222 projets d'artisans qui ont levé des fonds, un peu plus d'1 600 000 € de fonds qui ont été collectés et un taux de réussite des projets. Alors, taux de réussite, on l'entend par rapport à un objectif que s'est fixé un artisan, un objectif de collecte de fonds à minima, un taux qui est de 79%, qui est un très bon taux par rapport aux moyennes nationales du financement participatif, puisque en moyenne, si on parle de toutes les plateformes existantes, les projets réussissent environ à hauteur de 60%. Donc, dans le cadre du travail qui est fait avec CMA France et toutes les CMA partout en France, on voit que le taux de réussite pour les artisans est plus élevé que la moyenne. Et puis, très rapidement, sans rentrer dans les détails, le partenariat se formalise également par des formations partout en France. À ce jour, ce sont à peu près 400 conseillers qui ont eu une formation ou une information rapide sur le financement participatif. Et ce sont près de 200 déplacements, événements, formations qui ont été réalisés pour les CMA par KissKissBankBank. Alors, formation, bien sûr, lorsqu'il s'agit de former des conseillers qui n'ont pas encore eu cette formation, mais également événements pour les CMA qui ont déjà activé le partenariat, puisqu'on est très souvent sollicité pour participer à des journées financement d'entreprise, création d'entreprise, etc., etc. Et on est effectivement à la disposition des CMA qui sont actifs en la matière pour participer aussi à ce genre d'événements. À noter également, le partenariat est financièrement rémunéré pour CMA France, puisque 20% des commissions perçues par KissKissBankBank dans le cadre de cette activité sont reversées à CMA France. Un focus maintenant plus précisément sur la CRMA d'Occitanie. Donc de la même façon que CMA France, qui a une page spécifique sur KissKissBankBank, la CRMA d'Occitanie a sa propre page avec également un visu historique et projet en cours quand il y en a sur KissKissBankBank avec à ce jour 50 projets qui ont réussi des levées de fonds, un peu plus de 250 000 € de fonds collectés, un très bon taux de réussite qui est supérieur en moyenne, 82%, et surtout une région, Occitanie, qui est la première région en termes de nombre de projets qui ont fait du financement participatif et également en termes de fonds collectés. Donc, vous êtes leader en la matière. Et effectivement, depuis 2016, alors c'est 50 projets réussis, c'est 56 projets en tout entre 2016 et fin 2019, donc 6 qui ne sont pas arrivés à collecter, à atteindre leur objectif. Ça fait à peu près 20% des projets nationaux. Donc, effectivement, on est bien placé, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Voilà, vous avez les projets par année. Donc, la première année du partenariat, c'est assez bien parti avec une toute petite vingtaine de projets. Et puis, on se situe globalement entre 10 et 20 projets par an. Alors, ce qui est, à mon sens, pas énorme. On pourrait faire beaucoup mieux et on espère que grâce à cette formation et puis dans le cadre de la relance post-crise Covid, on aura de nouveaux projets artisanaux financés par le financement participatif. Alors, on vous a mis dans le camembert à droite la répartition départementale, mais bon, qui ne veut pas dire grand-chose présentée telle quelle. Alors, on a 2 départements qui se détachent, mais avec, j'ai envie de dire, avec deux approches très différentes. On a le département du Gard qui s'est beaucoup investi dans le financement participatif et dans le partenariat avec KissKissBankBank, notamment grâce à Thierry et Inès, qui accompagnent beaucoup d'entreprises donc pour leur campagne de financement participatif. On a aussi beaucoup de projets dans l'Hérault, où là, la configuration est un peu différente.
c'est KissKissBankBank souvent qui repère les projets artisanaux et qui ensuite sont orientés vers la chambre de métier. Mais on vous détaillera les différents process d'accompagnement un tout petit peu plus tard avec Olivier. Voilà, on a quelques projets effectivement dans l'Aude, dans l'Aveyron, dans l'Ariège. Alors, ce ne sont pas tous les projets artisanaux, ce sont les projets artisanaux qui sont accompagnés ou co-accompagnés par KissKissBankBank et la chambre de métier du département. Donc, il y a bien sûr d'autres projets artisanaux qui ne rentrent pas dans le cadre de ce partenariat. Il y a effectivement 3-4 fois plus d'artisans qui nous arrivent sur KissKissBankBank sans pour autant avoir été renseignés ou conseillés par leur CMA sur le financement participatif. Donc c'est aussi intéressant pour le coup que vous ayez plus de vues sur ces artisans. Un petit tour du profil finalement des entreprises et des projets que nous accompagnons dans le cadre du partenariat. Alors sur l'activité, c'est le camembert de gauche. On voit quand même deux grosses familles d'activités qui se dégagent. C'est la production et au sein de la production, c'est plutôt tout ce qui est fabrication, métier d'art, tout ce qui tourne autour des métiers d'art et de la petite production. Et puis le secteur de l'alimentaire aussi, qui est très très présent. Alors on fera un petit tour tout à l'heure sur notre page Mentor, ça vous donnera une idée des projets qui sont accompagnés. Mais on a pas mal de microbrasseries, on a des chocolatiers, enfin beaucoup d'activités de l'alimentaire, des food trucks aussi également, pas mal, puisque c'est une activité qui s'est pas mal développée ces dernières années, et une petite part service. Alors il y a des activités de mémoire, des activités d'esthétique. Bon, je sais plus, on regardera sur la page. Évidemment, le bâtiment n'est pas très peu concerné par ces projets-là. La phase dans la vie de l'entreprise, on peut penser que le financement participatif est un outil surtout pour la création d'entreprises. Alors c'est le cas, mais ce n'est pas uniquement le cas, puisqu'on a effectivement une grosse partie des projets qui sont en phase de création, mais on en a également une grosse partie qui sont en primo-développement. Primo-développement, ce sont toutes les entreprises qui sont dans leur phase de démarrage, qui ont moins de 3 ans. Et après, on a une frange de projets, environ 20%, en phase de développement. Donc, des entreprises qui sont installées et qui utilisent le financement participatif pour se développer et développer un projet particulier. Et les projets qui sont financés dans le cadre des campagnes de crowdfunding, en général, sont multi-projets. Mais bon, on a essayé de les classifier un petit peu. Beaucoup portent sur l'aspect production, donc l'achat de matériel, de machines, de matières premières. Ensuite, ça peut être l'aménagement dans local ou dans food truck, par exemple. Il y a pas mal de projets aussi sur tout ce qui est action commerciale, participation à un salon, création d'une boutique en ligne, etc., ainsi que des projets liés à la communication. Mais bon, ça non plus n'est pas très représentatif parce qu'il y a pas mal de projets qui servent à la fois à acheter une machine, à la fois à participer à un salon, à la fois à lancer une campagne de communication, quoi, qui sont donc multi-sectorielles, on va dire. C'est bon pour ce slide, Yann? Ouais. Oui, tout à fait. Donc, Yann vous a donné en effet les détails un peu, profil porteur de projet, moment dans la vie de l'entreprise et sujet des investissements et de levée de fonds. Ici, on voulait vous préciser que lorsqu'on parle de financement participatif sur KissKissBankBank, ça peut se décliner selon 3 modalités spécifiques qui peuvent être utilisées chacune spécifiquement ou même combinées et mélangées sur une même page de collecte de fonds. Donc on peut notamment collecter des fonds sous forme de dons en échange de ce qu'on appelle des contreparties. Les contreparties sont des invitations, des dégustations, des petits cadeaux symboliques, des petits cadeaux commerciaux, des goodies, qui sont surtout faites pour faire plaisir aux donateurs, mais qui n'ont aucune commune mesure avec le montant des fonds reçus. C'est ce qu'on appelle des contreparties.
Le don en échange de contrepartie, c'est une des formes de financement et de collecte de fonds les plus utilisées historiquement. Mais vous avez également la possibilité, lorsque vous êtes artisan, de faire de la prévente. Ça devient très intéressant, puisque là, on ne parle plus de donner des petits cadeaux ou des petites invitations aux remerciements aux contributeurs, mais on parle bien littéralement de vendre ces produits, ces gammes de produits. Je dis ces gammes de produits parce qu'on peut également décliner littéralement une largeur et une profondeur de gamme avec des choix de pointures, de couleurs, de modèles, etc. Et ce système de prévente, il est d'autant plus intéressant qu'il peut se décliner longtemps avant la fabrication et la livraison du produit pré-vendu ou précommandé. Dans l'esprit du financement participatif, le contributeur n'est pas en mode je veux une livraison ultra rapide en 24 heures. Le contributeur est aussi animé par une notion de solidarité, d'appétence par rapport à un produit, mais la solidarité propose aussi que finalement le produit soit disponible lorsque l'artisan aura eu le temps de le fabriquer. Et le décalage entre la commande finalement et la livraison peut être de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. On peut très couramment avoir des livraisons qui s'échelonnent 3 mois ou 6 mois après l'acte de précommande sur le site. Donc c'est évidemment extrêmement intéressant pour l'artisan. Ça permet de tester quelque chose, d'avoir un chiffre d'affaires anticipé, une trésorerie, de minimiser également les risques sur les coûts de fabrication, le stockage, etc. Et troisième forme de... Juste, Pardon. oui, effectivement, vous l'aurez compris, ce système de prévente est particulièrement intéressant en ce moment pour permettre à des artisans de relancer leur activité en faisant rentrer un peu de trésor et en ayant le temps de produire. Je pense notamment à ceux qui ont des commerces et qui sont fermés pour fermeture administrative. Ça leur permet de maintenir une activité de production avant de pouvoir ensuite repasser à la vente, quoi. Et en même temps de faire rentrer un peu de chiffre d'affaires et en même temps de garder le lien avec leur communauté de clients et éventuellement de prospects. Effectivement, un système qui est très utilisé en ce moment et pour cause. Il ne faut pas hésiter. Ça peut être une solution pour certains de vos artisans qui sont dans ce cas de figure et ont besoin d'une poursuite d'activité autant que possible. Troisième forme de collecte de fonds possible, c'est le don libre. Alors, le don libre, ça concerne essentiellement les associations. Ça peut être d'ailleurs une association de commerçants artisans, pourquoi pas, une association d'artisans d'art. Le don libre, ça se décline aussi dans toutes les collectes. On constate sur KissKissBankBank qu'on a à peu près 1/10 des contributeurs qui vont donner un coup de pouce à un projet sans même réclamer une contrepartie en échange, en cliquant sur le don libre sans contrepartie. Et encore une fois, ces 3 formes de collecte de fonds peuvent être utilisées soit individuellement, on peut avoir uniquement des contreparties à proposer aux contributeurs, on peut uniquement proposer des articles à la précommande ou du don libre, mais on peut aussi combiner ces 3 formes de collecte de fonds avec des articles à précommander et en même temps des contreparties en fonction des niveaux de contribution. Un exemple justement, Yann l'évoquait, en ce moment, le système de la prévente est très utilisé, notamment dans le cadre de la crise du Covid, par des artisans qui se retrouvent dans des situations extrêmement délicates. Ils sont malheureusement très nombreux et vous en connaissez tous. Ici, vous avez le cas d'un artisan siropier, donc qui fabrique des sirops artisanaux, qui vit habituellement d'une activité qui a la chance d'avoir une boutique, une terrasse, un lieu pour accueillir les clients et proposer des dégustations, un bar à sirop, vous l'avez affiché à l'écran, mais qui, comme tous les autres artisans, est fermé en ce moment et qui a décidé de se lancer en lien avec sa CMA. Ici, nous sommes dans les Yvelines, CMA des Yvelines. Il a décidé de se lancer du coup dans une collecte de précommande de sirop et il s'est affiché du coup un objectif à minima d'unité de sirop, de flacons de sirop à vendre. Collecte en cours. Un autre exemple, cette fois sur la forme de la collecte avec des dons, ici avec la brasserie holistique.
Donc des dons pour lesquels essentiellement les brasseurs ici proposent justement des goodies, des petits cadeaux, des remerciements, des dégustations, quelques bouteilles de bière évidemment symboliques, mais qui sont encore une fois ici proposées aux contributeurs pour les remercier et qui ne sont pas forcément dans le cadre de la prévente où 1 euro proposé par un contributeur aura une valeur d'achat d'1 euro. Alors ici, pour ceux qui ont déjà suivi la formation, vous connaissez par cœur. Pour ceux qui découvrent, qui avaient besoin d'un rafraîchissement, on a regroupé les principales notions à avoir en tête sur l'outil financement participatif. Tout d'abord, le fait que ça fonctionne sur le tout ou rien. Le tout ou rien, ça implique que chaque artisan, chaque porteur de projet va, en amont de la mise en ligne de son projet, définir un objectif à minima à atteindre. Cet objectif, ça peut être, comme vous l'avez ici, un objectif financier affiché en haut à droite, ou un objectif en termes d'unité. Cet objectif en tout ou rien, il est essentiel parce qu'il va déterminer aussi le fait que l'artisan, in fine, après sa collecte de fonds, pourra récupérer et percevoir les fonds collectés. Si l'objectif n'est pas atteint, l'ensemble des contributeurs est remboursé et l'artisan ne perçoit rien. Donc il y a un vrai enjeu dès le début à fixer cet objectif, à analyser, c'est ce qu'on fait avec nos équipes et nos conseillers dédiés au CMH et KissKissBankBank. On essaie de faire à chaque fois un pronostic de l'ordre de grandeur que chaque artisan au cas par cas pourra atteindre dans sa collecte de fonds. Ce principe peut paraître contraignant, il est surtout proposé paradoxalement, c'est pas intuitif, mais il est proposé pour justement doper les collectes de fonds et avoir des niveaux de collecte moyens qui sont plus élevés que s'il n'y avait pas d'objectif à minima. Le fait est que lorsqu'on est dans ce système de collecte avec un tout ou rien du côté du contributeur, eh bien, on est quelque part rassuré parce qu'on sait qu'on vient financer un besoin financier précis, un ordre de grandeur précis, et que cet ordre de grandeur est nécessaire pour que le projet avance du côté de l'artisan ou soit réalisé. Et on sait aussi, quand on est contributeur, inversement, que si l'objectif n'est pas atteint, ça veut dire que le plan de financement de l'artisan n'est pas non plus rempli, qu'il ne pourra pas faire les travaux tels qu'il les a présentés à l'écran. Mais en tout cas, comme c'est du tout ou rien, on est remboursé en tant que contributeur. On sait que l'artisan ne partira pas en vacances avec les fonds perçus. Et ça veut dire aussi que finalement, quand on est contributeur, lecteur de la page, à l'instant T, on est rassuré. On sait que soit le projet va se réaliser et les investissements être faits tels qu'ils sont décrits à l'écran, soit on sera remboursé. Donc, on ne court aucun risque en tant que contributeur. On contribue en connaissance de cause et sinon, on est remboursé. L'autre principe essentiel et qui est notamment largement travaillé dans le cadre du partenariat, c'est le fait que chaque projet est accompagné individuellement. Il peut l'être bien sûr au niveau des CMA lorsque vous avez des conseillers qui sont formés et que vous avez le temps, si vous l'avez, et l'intérêt de suivre ce type d'outils. On est bien sûr à votre disposition et avec plaisir pour vous accompagner au fil de l'eau. Si vous n'en avez pas le temps, sachez que dans tous les cas, les porteurs de projets sont pris en charge chez KissKissBankBank par un coach qui leur est dédié de A à Z, avant, pendant et après leur collecte de fonds. Avant, pour aider à écrire, à remplir les formulaires qui vont constituer une page Internet. Pendant, pour avoir des conseils au quotidien sur la façon d'animer une page, de communiquer. Après également, pour gérer les éventuelles questions administratives, envoi de tableaux Excel avec les coordonnées des contributeurs, questions sur les livraisons, etc., etc. Dans tous les cas, ça veut dire que votre artisan n'est jamais tout seul derrière son écran. Il aura toujours ce coaching assuré au quotidien. La durée d'une collecte, elle est au maximum de 60 jours. 60 jours, c'est une durée qui est très longue. En moyenne, on est plutôt sur des collectes qui s'étalent sur une quarantaine de jours. En financement participatif, il ne faut pas que ça soit trop long. Si le délai, si l'échéance de la collecte affichée à l'écran est trop longue, ça ne sera pas suffisamment incitatif du côté des contributeurs. Et donc, on essaie de trouver la juste proportion entre un objectif à atteindre et une durée qui sera nécessaire pour atteindre cet objectif. Le modèle financier, c'est une commission de 8% TTC qui est prélevée par la plateforme en cas de succès et uniquement en cas de succès de la collecte.
c'est-à-dire uniquement en cas de niveau de collecte de fonds qui, dans le cas du tout ou rien, a atteint le premier objectif affiché à l'écran. Inversement, ça veut dire qu'il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a pas de frais d'inscription, il n'y a pas de frais de coaching, il n'y a pas de frais de hotline, il n'y a strictement aucune avance de frais du côté du porteur de projet s'il n'a pas réussi à lever les fonds qui lui sont nécessaires à minima. Dans les 8% plus précisément, 5% reviennent à KissKissBankBank, 3% sont relatifs aux frais de monétique et de gestion de virements bancaires, TPE, carte bleue, etc. Alors dans le cas du partenariat avec CMA France, je disais qu'une part de commission revient à KissKissBankBank à hauteur de 5%. En réalité, donc 1% revient à CMA France puisque nous redistribuons le cinquième de cette commission à CMA France. Les chiffres moyens que vous avez également à l'écran, c'est toujours intéressant de le savoir pour savoir de quels ordres de grandeur nous parlons. Une campagne moyenne en financement participatif, c'est quelque chose aux alentours de 5 000 euros. On n'est pas forcément sur des fonds extrêmement élevés. 50 000 ou 100 000 euros, ça peut se réaliser parfois. Le record d'ailleurs à l'heure actuelle des projets accompagnés par des CMA, ils sont aux alentours de 50 000 euros. On a un projet de boulangerie et un projet avec un traiteur. Mais sur des montants de ce type-là, on est quand même sur des projets et des artisans qui ont une visibilité de large communauté et qui peuvent avoir du coup un effet d'entraînement important dans leur collecte de fonds. Sur le projet de tous les jours, atteignable par tout un chacun, c'est plutôt 5 000 euros environ. Olivier, si tu permets, la moyenne des projets artisanaux en Occitanie depuis 2016, on est entre 6 500 et 7 000 euros. Donc un petit peu plus haut que la campagne moyenne nationale. Sachant qu'on a quelques projets qui atteignent 10 000, 12 000 euros. On a un projet à 25 000 euros, je crois que c'est une boulangerie, mais bon, c'est assez rare. Alors effectivement, comme tu disais, c'est pas des sommes énormes, c'est plutôt des sommes qui viennent compléter un plan de financement. Mais bon, on l'a dit et puis on le reverra, l'intérêt du financement participatif n'est pas que dans le financement. Il est aussi dans tout ce qu'il y a autour. Voilà, mais c'est bien effectivement d'avoir ce type de chiffres. Et puis je voulais revenir sur l'aspect commission. Peut-être qu'on le verra plus tard, mais les 8% de commission en cas de succès sont souvent inclus dans le plan de financement propre à la campagne. C'est-à-dire que pour chaque projet, le porteur de projet, bon, qu'il soit artisan ou pas, nous dit bon ben voilà ce que je ferai, mettons des 5 000 euros que je vais demander dans le cadre de la campagne. Donc pour 3 000 euros, je contribuerai à acheter un four. Pour 1 500 euros, j'achèterai du matériel, des matériaux. Et puis pour 200 ou 300 euros seront donc dédiés à la commission en cas de succès de la campagne. Donc tout ça est tout à fait transparent et normalement prévu dans le plan de financement. Du coup, il n'y a pas de surprise de toute façon à la fin de la campagne de financement participatif. Alors après, effectivement, le but du jeu, c'est évidemment d'aller chercher les contributeurs. Donc, on va chercher les contributeurs à travers littéralement un plan de communication. Et ça, c'est l'autre point important à avoir en tête. Il ne suffit pas de créer une page Internet pour aller collecter des fonds. Les fonds n'arrivent pas tout seuls par effet de magie. La page Internet de collecte sur KissKissBankBank devient un média. Et l'enjeu, c'est de faire connaître cette page et de la diffuser, de la propager le plus largement possible pour que les contributeurs arrivent. Sachant que le don moyen se situe aux alentours de 60 euros, eh bien, il suffit de faire une petite division en fonction de l'objectif qu'on souhaite atteindre pour avoir en tête le nombre de personnes qu'il faudra aller chercher pour remplir un objectif donné. Alors ici, il y a un petit peu de texte, beaucoup de texte, mais l'idée c'était de rassembler le maximum d'infos pratico-pratiques sur un seul slide. On l'a vu rapidement, c'est ouvert à tous les statuts et toutes les formes de société, mais également à tous les stades d'un projet. On peut être à la création, en primo-développement, en transmission reprise, en développement, etc., etc. On peut même collecter des fonds à titre individuel avant même une immatriculation
pour financer des formations, des prototypes ou autres. Alors évidemment, si on collecte à titre individuel, les fonds perçus seront soumis à l'impôt sur le revenu. Attention également à l'imposition. Si on collecte non pas à titre individuel mais au titre d'une société, les fonds perçus seront à prendre en compte dans le calcul de l'impôt sur les sociétés ou seront du chiffre d'affaires avec gestion d'une TVA si on parle de prévente et de précommande. Dans tous les cas, et c'est très important, cet outil ne s'adresse qu'à des projets qui sont matures, qui sont clairs et que l'artisan peut illustrer sur sa page avec des photos, avec des schémas, avec des postes d'investissement précis. Si on en est à la phase de quelque chose qui est encore flou, d'un projet éventuel, ça ne fonctionnera pas puisqu'on ne sera pas en mesure de l'expliquer précisément et du coup, on ne sera pas non plus en mesure de convaincre le public. Il faut vraiment que le projet soit mature, clair. À noter également, ce type de financement ne s'adresse pas, sauf exception, aux activités dites B2B, business to business. Un artisan qui n'a pour client que des entreprises n'aura pas l'utilité du financement participatif, puisque sur ce type de plateforme, nous avons essentiellement des contributeurs, des gens qui se baladent à titre personnel. Et ce n'est pas une place d'échange entre entreprises. Il faut le noter enfin, contrairement au financement, notamment au financement bancaire classique, en financement participatif, les projets qui sont innovants, qui sont originaux, ont un avantage puisqu'ils vont potentiellement pouvoir attirer encore plus l'attention et la curiosité du public qui aura peut-être encore plus envie de contribuer pour voir une idée originale se développer. C'est moins évident dans le financement bancaire classique, je le disais à l'instant, puisque dans le financement bancaire classique, quand on parle d'innovation et qu'on n'a pas d'éléments de preuve ou de comparaison de marchés similaires, il est souvent bien difficile de convaincre son banquier qui aura tendance à dire au porteur de projet de repasser dans quelques mois quand il aura fait ses preuves, ou pourquoi pas, dans certains cas, de dire à son porteur de projet de tester son idée, par exemple en financement participatif, pour avoir un premier élément, une première indication d'une éventuelle appétence du public pour son projet. Comme on parle par ailleurs de communication pour réussir sa campagne de financement participatif, l'idéal c'est de pouvoir, autant que possible, se préparer 1 à 2 mois à l'avance, avant la mise en ligne du projet, notamment pour s'organiser et savoir vers qui on va communiquer, comment on va communiquer lorsque sa page sera en ligne. L'idée c'est de ne pas improviser. Alors évidemment, dans la période actuelle et dans le cadre de la crise du Covid, nous avons beaucoup de projets urgents et on peut tout à fait réduire ces délais de préparation et mettre même techniquement une page en ligne, une collecte en ligne en l'espace de quelques jours. Mais quand on a le temps, quand on n'est pas soumis à l'urgence et qu'on veut faire une belle campagne, mieux on est préparé, mieux c'est. Dans tous les cas, il faut aussi avoir un minimum de base de cercle de connaissances, éventuellement des réseaux sociaux avec quelques abonnés, des clients fidèles, pourquoi pas. On ne part pas de zéro en financement participatif. On a toujours besoin de premiers cercles de contributeurs déjà acquis qui vont pouvoir assurer un début de contribution. Pendant sa campagne de financement, on me pose souvent la question, on évite au cas par cas les périodes un petit peu calmes, comme la trêve des confiseurs, ou les périodes pendant lesquelles on a autre chose à faire que de faire de la communication. Pour un artisan, si on est en fabrication, si on est sur un salon, si on est en train de boucler ses bilans comptables ou je ne sais quoi, si on n'est pas en tout cas suffisamment disponible, il vaut mieux décaler la période de mise en ligne de son projet plutôt que de se retrouver coincé et de courir après le temps. Encore une fois, ça nécessite, pour que ça fonctionne bien, de communiquer. Communiquer, c'est en moyenne 1 heure par jour. Alors, pas forcément 1 heure tous les jours. Ça peut être plus un jour, ça peut être rien pendant 2-3 jours. Mais il faut avoir en tout cas une présence régulière pour se faire connaître, tant sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie ou sur des médias classiques type presse locale. Alors, on l'a dit tout à l'heure dans le cadre du mentorat, vos artisans ont une sacrée chance puisque ils bénéficient
au cas par cas de conseillers en CMA qui connaissent déjà le financement participatif, qui peuvent les aiguiller. Ils bénéficient également, lorsqu'ils sont en ligne, d'un système de mentorat. Mentorat, ça veut dire que au niveau de la CRMA, une fois que vous aurez signalé des projets que vous suivez, que vous connaissez, on peut labelliser et apposer le logo de la CRMA en ligne sur la page de l'artisan. Logo qui a une vraie plus-value puisqu'il va être une sorte de gage de crédibilité pour les lecteurs. Quand on voit une page quelconque d'un porteur de projet qu'on ne connaît pas et qu'on voit une même page avec un logo institutionnel, du point de vue du particulier potentiel contributeur, on est rassuré et on contribue plus volontiers et même plus spontanément avec une moyenne plus élevée. Yann le mentionnait tout à l'heure. Grosso modo, on observe que dans le cadre des CMA et de ce type de mentorat, on a des taux de réussite qui sont de 20% supérieurs à la moyenne. On a des collectes moyennes et des no moyens qui sont supérieurs. Normalement, tout est boosté avec ce type d'affichage. Enfin, Yann l'a également évoqué, il faut aussi avoir en tête le fait que lorsqu'on parle de financement participatif, bien entendu, on va aller chercher des sous, on va, vous l'avez affiché en bas à l'écran, diversifier ses sources de financement, avoir potentiellement un amorçage de financement, un complément de financement, mais on va aussi aller communiquer pour rassembler des contributeurs. Et donc finalement, vu qu'on est de toute façon dans une logique de communication, eh bien, on est aussi finalement sur un outil qui est communicant et qui permet littéralement de faire connaître l'entreprise, ses produits, son activité. Donc finalement, cette campagne de communication, elle est vertueuse et elle boucle littéralement, puisque au-delà du fait d'aller chercher des contributeurs, elle va contribuer à faire connaître l'activité artisanale en question auprès du grand public. On se paye finalement aussi une campagne de communication qui va rapporter des sous. Pour vous donner un ordre de grandeur, une page moyenne KissKissBankBank sera vue et lue en moyenne avec un temps de lecture d'une minute par à peu près 8 à 10 000 personnes. Et ça, c'est quelque chose que chaque porteur de projet et chaque CMA qui souhaite d'ailleurs avoir ces chiffres peut vérifier en temps réel puisque nous donnons en back-office des tableaux de bord qui permettent de mesurer le nombre de lectures d'une page et d'identifier également la provenance des lecteurs. Donc financement, communication, mais également aussi quelque part, c'est le rectangle du milieu, fidélisation, implication d'une communauté, et puis littéralement étude de marché, test d'une idée auprès du public. Donc on est finalement sur quelque chose qui sert d'un point de vue qualitatif, qui sert à apprécier l'intérêt des habitants, des consommateurs, des clients pour un projet, qui permettent d'accroître sa notoriété et qui permet évidemment d'aller chercher des sous. Chose qui me fait dire très souvent lorsqu'on me pose la question que lorsqu'on est dans une dynamique d'accueil de porteurs de projets, on sait que dans 8 ou 9 cas sur 10, eh bien, le porteur de projet aura toujours une utilité d'une campagne de financement participatif, soit pour communiquer, soit pour fidéliser ou tester une idée, soit pour aller chercher des sous, soit les deux ou les trois en même temps. Et pour terminer sur cette présentation un peu express, vous avez à l'écran un schéma savant qui figure de façon schématique la logique de contribution autour d'une campagne. Et notamment le fait que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, que pour réussir une campagne, il faut toujours qu'on ait une amorce de cette campagne qui soit disponible et qui soit réalisable par les amis, par l'entourage du porteur de projet. Cette amorce, elle doit représenter grosso modo 20% de l'objectif de collecte de fonds de l'artisan. Si on n'a pas cette amorce, à hauteur d'à peu près 20% de l'objectif, si on n'a pas une première vague de contributeurs, on ne pourra pas ensuite avoir des connaissances indirectes, amis d'amis, bouche à oreille, et encore moins du grand public qui lui arrive dans un troisième temps, qui viendront se greffer à la campagne. Il faut bien avoir en tête qu'en financement participatif, plus le contributeur est éloigné en termes de connaissances du porteur de projet, plus il lui faut des gages, des éléments rassurants pour qu'il vienne s'impliquer. Les éléments rassurants, ce sont justement les gens qui sont arrivés avant lui. Inversement, évidemment, quand on est ami
quand on fait partie de sa famille, on n'a pas besoin d'attendre que le grand public arrive sur une collecte pour donner un coup de main. Si on a envie d'aider son ami ou l'artisan qui fait partie de sa famille, on y va dès le début. Tout ça répond à un effet psychologique des collectes de fonds de financement participatif. Ce n'est pas un règlement intérieur édicté par KissKissBankBank, mais c'est tout simplement une sorte d'effet de suivi. Les gens vont finalement contribuer là où ils voient des sous arriver, des gens arriver, un mouvement de foule. Et plus ce mouvement de foule est important, plus initialement il est important grâce aux complices, amis ou familles ou collègues, et bien plus il va avoir un effet boule de neige et entraîner des connaissances ou des parfaits inconnus dans le projet de l'artisan. Donc il faut vraiment avoir ce schéma en tête, qu'on réexplique évidemment dans les détails à chaque porteur de projet qui se lance encore une fois, et qui implique aussi des timings de communication dans tout projet. Timing de communication, ça veut dire que dans les 2-3 premiers jours d'une campagne en ligne, on ne va surtout pas faire de communication grand public ou s'étaler sur les réseaux sociaux. On est d'abord sur une collecte de fonds qui est quasi privative, puisqu'on n'en parle qu'aux amis. L'idée étant de ne pas exposer tout de suite le projet aux yeux du grand public et sur les réseaux sociaux tant qu'on n'a pas justement amorcé suffisamment le compteur. Et une fois qu'on a fait ça en mode de collecte privative, et seulement une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut en effet s'attaquer au deuxième cercle et là commencer à partager et diffuser sur les réseaux sociaux. Pour terminer, ça sera complété par Yann. Vous avez ici à l'écran et vous les aurez, on vous les renverra. Mes coordonnées directes, portables, l'adresse email spécifique qui a été créée pour les CMA, donc projet au pluriel @kisskissbankbank.com, que vous pouvez utiliser pour vous ou que vos artisans peuvent utiliser pour nous contacter par mail. Et l'adresse également de mon collègue Pierre Coin, qui est le coach référent dans les équipes de coach accompagnateurs pour les projets artisanaux. Merci beaucoup Olivier pour cette présentation express. Avant qu'on passe aux questions, je vais reprendre la main pour vous présenter rapidement et de façon très opérationnelle comment fonctionne notre partenariat sur le terrain. Alors c'est un petit schéma qu'on a fait avec Olivier parce que finalement ce partenariat est très souple. C'est un partenariat qui vise à ce que tout le monde soit gagnant et notamment l'artisan qui va faire sa campagne. Donc il n'y a pas vraiment de procédure formelle, mais globalement on a défini deux process qu'on peut retrouver avec deux sources. Une source qui peut être la chambre de métier. Donc c'est typiquement ce qui se passe souvent avec la chambre de métier du Gard notamment, c'est-à-dire que vous avez un accompagnement en cours, que ce soit un projet de création d'entreprise, un accompagnement au démarrage pendant les 3 premières années, ou une entreprise en développement qui a un projet un petit peu innovant, voilà. Et vous vous dites, tiens, peut-être que le financement participatif serait pertinent dans le cadre de ce projet et pourrait amener un complément de financement, contribuer à la communication, etc. Donc là, c'est la chambre de métier qui repère l'entreprise parce qu'elle est en cours d'accompagnement, qui contacte KissKissBankBank soit par mon intermédiaire, soit directement parce que le lien s'est déjà fait, pour voir si effectivement la campagne est pertinente et pour valider cette pertinence. Et ensuite, un co-accompagnement est mis en place. La chambre de métier sur la partie accompagnement global du projet de l'entreprise, donc comment le financement participatif s'inscrit dans le plan de financement global, comment la campagne de financement participatif s'inscrit dans la stratégie commerciale de l'entreprise, dans sa stratégie de communication, etc. Et de notre côté, accompagnement spécifique par le coach dédié dont a parlé Olivier, sur les aspects plus techniques, j'ai envie de dire, de la campagne de crowdfunding, comment la préparer, quels sont les niveaux de contrepartie, à quel moment est-ce qu'il faut lancer la campagne, voilà. Donc c'est un co-accompagnement. Et l'autre process, l'autre source finalement, c'est KissKissBankBank, qui repère sur notre territoire un projet artisanal
donc là qui en général me contacte ou contacte directement le référent KissKiss de la CMAD quand il y en a un, en disant voilà, ben, j'ai un projet artisanal sur ton territoire, est-ce que il est suivi ou accompagné par la chambre de métier? Si c'est le cas, on tombe finalement dans le process dont je vous ai parlé juste avant. Si c'est pas le cas, la chambre de métier peut contacter l'entreprise et éventuellement s'en faire un nouveau client et accompagner ce projet-là. Et donc, bah, ça revient au co-accompagnement à la fin entre KissKissBankBank et la chambre de métier. Donc, il y a les deux sources finalement d'infos, à la fois la chambre de métier ou KissKiss pour le repérage des projets. Et ensuite, bah, c'est un co-accompagnement tout à fait souple qui se met en place, sachant que pour vous, conseiller d'entreprise chargé de développement économique, le temps que vous allez passer finalement à accompagner ce projet de financement participatif dépend un petit peu à la fois de votre implication dans l'accompagnement du projet global de l'entreprise et de la façon dont il s'inscrit dans le projet de l'entreprise. On ne va pas vous demander de devenir un spécialiste du financement participatif, à part si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse et que votre structure vous demande de le faire, mais on va vous demander de continuer à être un spécialiste des projets artisanaux et à intégrer, quand c'est pertinent, dans ces projets artisanaux, la dimension financement participatif. Et pour ça, avec l'appui des spécialistes et des coachs de la plateforme KissKissBankBank. Voilà, grosso modo, pour le processus. Et avant de passer aux questions, dernière chose que je voulais vous montrer, Olivier l'a fait tout à l'heure rapidement, mais voilà, c'est notre page Mentor sur la plateforme KissKissBankBank qui référence donc tous les projets qui ont été accompagnés par les chambres d'Occitanie depuis 2016. Donc les 56 projets. Donc ceux qui sont en bleu, c'est que la collecte a réussi. Les quelques rares qui sont en rouge, c'est que la collecte n'a pas abouti. Bon, c'était pour vous donner une idée un petit peu des activités. Donc le premier projet, c'est un projet gardois qui était sur une fumerie de saumon. On a un salon de thé, on a de la maroquinerie, on a des food trucks, on l'avait dit, on a des brasseries artisanales, micro-brasseries, box repas, Polybun, c'est un food truck qui venait régulièrement à Castelnau-le-Lez, à côté de la chambre régionale, et dans lequel je déjeunais assez régulièrement. Des savons. Voilà, il y a tout un tas effectivement d'activités possibles. On pourra vous donner accès à cette page si vous voulez en savoir plus. Voilà, une autre savonnerie, un bar à pokeball, des fabrications de ceintures, une filature, un maroquinier. Voilà, et on retrouve la brasserie holistique dont nous parlait Olivier tout à l'heure. Et la dernière campagne qui vient de se terminer, c'est une poterie nomade. Et donc, la campagne a servi à financer un four pour l'atelier. Voilà pour les projets. Je vais départager mon écran. Voilà qui est fait. Et maintenant, il est largement temps que vous preniez la parole et que vous posez des questions, sachant que Inès, donc de la Chambre de métier du Gard, est aussi connectée, et Thierry aussi, je crois, nous a rejoint. Donc, peuvent aussi répondre à vos questions et vous faire part de leur expérience, puisqu'ils ont accompagné une grande partie des projets, effectivement, que nous avons mentorés depuis 2016. La parole est à vous. Qui se lance? Ah, Dominique, tu as levé la main. Donc, il y a un moment d'ailleurs. Donc, vas-y. Oh non, c'est à l'instant. Merci. Donc, moi, je voulais intervenir dans le fait que, on est convaincu que le crowdfunding peut être utile à beaucoup d'artisans. Le souci que moi j'ai remarqué, c'est que beaucoup vont chercher des plateformes de financement participatif qui ne sont pas forcément KissKissBankBank, mais qui sont spécifiques sur le bio, spécifiques sur l'éthique, sur le local, sur d'autres aspects.
Donc voilà, comment convaincre l'artisan de aussi, pourquoi pas aller voir KissKissBankBank. Bon, on n'est pas marié avec KissKissBankBank. Si un artisan veut passer par une autre plateforme, il peut tout à fait le faire. Bon, après, on vous a dit quels étaient les avantages de passer par KissKissBankBank. La connaissance des projets artisanaux, parce que des coachs dédiés qui accompagnent uniquement ces projets-là. Effectivement, un coaching tout au long de la préparation de la campagne et du suivi. Bon. Et puis, la possibilité de mentorer effectivement les projets qui, on l'a vu, augmentent le taux de réussite des projets. Après, si un artisan a commencé à travailler avec une autre plateforme parce qu'effectivement, il la juge spécifique par rapport à son activité ou à son projet, on ne va pas non plus le faire changer d'avis sous prétexte qu'on a ce partenariat privilégié avec KissKiss. Olivier, je pense que tu iras dans mon sens, même si effectivement notre intérêt est de travailler mutuellement sur les projets. Si quelque chose est déjà lancé avec une autre plateforme. Alors au-delà, ça me permet de parler des différents modèles de plateformes de financement participatif. Vous l'avez compris, KissKissBankBank est une plateforme généraliste. Un petit problème de connexion, j'ai l'impression, on t'entend plus, Olivier. Voilà. Alors, j'ai un micro qui est affiché ouvert, qui a l'air de fonctionner. Je ne sais pas si le son est revenu. Oui, nous l'avons entendu, oui. On t'a entendu, Olivier, oui. Ah, super, ok. Donc oui, je disais que effectivement, nous sommes une plateforme généraliste. Et puis, tu l'as évoqué, il existe aujourd'hui une foultitude de plateformes, de micro-plateformes thématiques, locales, etc. Si vous avez cette question qui se pose, n'hésitez pas à la partager avec moi. Moi, je suis tout à fait enclin au cas par cas à vous dire et à dire à vos artisans, là, oui, il est plus utile ou pas d'aller sur une plateforme thématique. Je vous avouerai très sincèrement que c'est rarement le cas. Le secteur économique du financement participatif est comme tous les secteurs. Vous avez des grandes plateformes qui sont arrivées, pionnières comme KissKissBankBank, qui sont généralistes parce que justement, l'idée d'être généraliste permet aussi de fédérer un grand public plus important. Si vous êtes une plateforme locale, si vous êtes une plateforme spécialisée dans le bio ou dans je ne sais quoi, vous n'allez par définition drainer un grand public qui ne sera que très restreint. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue dans ce qui est à notre sens le modèle idéal du financement participatif, c'est que l'objectif final, c'est quand même de collecter le maximum de fonds et d'avoir le maximum de visibilité. À notre sens, il vaut mieux pour ce faire être sur une plateforme généraliste comme KissKissBankBank. Ça se vérifie d'ailleurs très souvent quand vous les avez en tout cas à disposition, sur les plateformes concernées, sur les statistiques et sur les moyennes de collecte de fonds qui sont de 20 à 30% inférieures sur des plateformes thématiques. Et c'est logique puisqu'elles sont très ciblées. Il y a des rares cas concernant les métiers, notamment les métiers de bouche, où il m'arrive parfois de conseiller spécifiquement une plateforme thématique au cas par cas, qui est la plateforme Bluebees, pour ne pas la citer, qui est une plateforme qui est spécialisée dans l'agriculture, le développement durable, et qui, vraiment, sur des projets très, très spécifiques, peut avoir une plus-value, dans certains cas, par rapport à une plateforme généraliste. Mais très honnêtement, ces cas sont rares. Je ne le dis pas d'ailleurs pour récupérer tous les projets, mais le fait est encore une fois que lorsqu'on vérifie les statistiques, il vaut mieux pour un artisan aller sur une plateforme généraliste. Et si le doute persiste, je conseille très souvent, pour que l'artisan ou vous-même en CMA, vous ayez un avis qui soit le plus éclairé possible, de vérifier auprès des éventuelles plateformes dites spécialistes quelles sont les plus-values réelles qu'elles proposent au regard de la spécialité qu'elles affichent. Attention aux plateformes qui se nichent dans des secteurs et qui affichent le fait d'être, par exemple, spécialiste du développement local. Ok, spécialiste du développement local, c'est bien beau, mais est-ce qu'il y a des conseillers en développement local dans la plateforme? Est-ce qu'il y a des relais spécifiques sur le terrain? Et ainsi de suite. Donc, il faut toujours avoir cette démarche de vérifier le contenu de la vitrine et ce que propose réellement le magasin à l'intérieur. Merci Olivier, je pense que Dominique, ça doit répondre à ta question.
Oui, merci. Oui. D'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Non? Alors peut-être que Inès ou Thierry, vous pouvez éventuellement nous faire part de votre grande expérience en matière d'accompagnement de projets artisanaux en financement participatif et de ce que vous en retirez pour ces projets. Oui, alors du coup, Thierry, je ne sais pas si tu es connecté aussi. Alors Thierry est là, j'ai l'impression. En tout cas, son nom s'affiche dans la liste des participants. Je vais attaquer dans un premier temps, peut-être. Ah, ça y est. Pardon. Du coup, je vais attaquer, tu pourras compléter, Thierry. C'est vrai que nous, on fait un accompagnement assez global au niveau du Gard, dans le sens où on se substitue, enfin, c'est pas on se substitue finalement parce qu'on est complémentaire avec KissKiss, dans le sens où on va faire un double coaching sur le projet, puisque souvent, de toute façon, c'est nos ressortissants qui sont déjà en accompagnement, pas création, pas reprise, ou alors qui ont bénéficié de conseils sur des entreprises installées, que ce soit primo ou en développement. Et donc, voilà, on les oriente vers le crowdfunding quand on pense que c'est judicieux et quand il peut y avoir vraiment un objectif de campagne et des objectifs de financement qui peuvent être intéressants et qui peuvent bien mobiliser la foule derrière. Après, voilà, nous, on les accompagne sur tout ce qui est déjà préparation de la campagne, de la page, du contenu, les contreparties, l'intérêt des contreparties. Pour donner un exemple bête, mais c'est aussi guider les porteurs de projets qui, par exemple, sur les contreparties élevées, plutôt que de proposer 15 t-shirts goodies et 7 casquettes dont le contributeur n'aura que faire, peut-être l'orienter vers des partenariats sur les contreparties, des choses comme ça. Donc, c'est aussi essayer de rendre finalement la communication d'entreprise intéressante avec la création de nouveaux partenariats au niveau local. Ça peut être intéressant, les contreparties pour ça aussi, outre la communication pour la récolte des fonds ou les préventes. Après, c'est vrai qu'on les coach un petit peu pendant la campagne aussi sur peut-être voilà, relancer les cercles, recommuniquer quand il y a un coup de mou dans la campagne. Nous, on communique aussi dans nos réseaux au niveau local sur la page Facebook de la Chambre de métier. On essaie de leur apporter un petit peu de visibilité, on va dire à la mesure de nos moyens. Pour ce qui était le choix de la campagne, on en a souvent, nous, qui au départ, le choix de la plateforme, pardon, qui au départ nous disent, ah ben, on va peut-être partir avec une autre plateforme, on a vu telle ou telle plateforme. Et très honnêtement, enfin, en échangeant avec eux, en général, on n'a aucun mal à. C'est même pas une question de les convaincre finalement, c'est juste de leur apporter le bien fondé d'une campagne sur KissKiss, la visibilité supplémentaire qu'on peut leur apporter via le mentorat et clairement la campagne la plateforme pardon qui est généraliste comme le disait Olivier, mais aussi qui est plus connue très clairement que les autres plateformes. Et donc plus visité et je pense qu'il génère plus de flux en termes de consultation de campagne que les petites plateformes spécialisées. Voilà, donc nous, dès le démarrage, en fait, dès qu'on détecte le projet, on échange avec Yann et Olivier et donc avec Pierre depuis quelques temps. Et du coup, le porteur de projet est tout de suite pris en charge par KissKiss et en général par Pierre, du coup, derrière pour un accompagnement en plus d'une autre, ce qui permet d'avoir aussi une vision, on va dire, globale du projet et un double accompagnement, un double coaching. C'est toujours intéressant pour le porteur de projet d'avoir plusieurs regards extérieurs sur sa campagne. Voilà, je ne sais pas, Thierry, si tu veux rajouter quelque chose. Non, je pense que tu as bien synthétisé la chose. C'est vrai que
pour rebondir un petit peu sur ce que disait Olivier, finalement, on est un peu dans la même stratégie qu'une entreprise qui se demande si elle doit être présente sur Google ou si elle doit être sur des moteurs de recherche de type Ecosia, parce que ça correspond plus aux valeurs de l'entreprise. Ben, on est effectivement sur la visibilité que peut apporter, là en l'occurrence la plateforme, et ce partenariat, il est quand même relativement confortable pour le chef d'entreprise, ou en tous les cas celui qui mène la campagne, et pour nous. Inès l'a dit, quand on détecte une entreprise susceptible d'engager une campagne, on fait valider le principe par Olivier, qui très vite nous met en relation avec un conseiller dédié à l'entreprise, où on envoie juste un mail et c'est le conseiller qui prend contact avec l'entreprise. Donc, il y a un vrai service qui est apporté à nos clients, et ça, c'est quand même extrêmement confortable. On a un retour, qui déjà nous confirme, oui, il y a du potentiel ou pas, parce que effectivement, nous, on le fait avec notre expérience, mais celle d'Olivier, qui est quand même nettement plus importante que la nôtre, elle est intéressante à avoir. En tout cas, on a besoin aussi de son recul et de sa vision des choses. Donc, quand il nous confirme, oui, il y a du potentiel sur ce type de projet parce qu'on en a déjà fait à tel ou tel endroit, ça nous permet aussi de nous appuyer sur d'autres expériences qu'on va pouvoir préconiser aux entreprises qu'on accompagne. Et puis, le suivi tout au long de la campagne. Si maintenant on a des campagnes qui ont un peu des difficultés à démarrer, voilà, il y a toujours cette possibilité de bénéficier d'une visibilité sur la page d'accueil. Donc, voilà, ce sont autant d'arguments quand même qui nous permettent d'orienter quand même assez facilement sur la plateforme et qui nous confortent en tous les cas dans l'idée de travailler avec cette plateforme-là et pas une autre. Merci Thierry. Est-ce que vous avez d'autres questions? Yann, pour illustrer peut-être ou susciter inspirer des questions, tu peux peut-être afficher une page d'un des projets suivis par une CMA en Occitanie. Ça peut illustrer aussi les éléments constitutifs d'une page. Fait. Alors, je vais les contreparties dont parlait Inès. Mon écran. Inès, Thierry, vous avez un projet peut-être qui vous vient à l'esprit, qu'on pourrait partager, qu'on pourrait commenter? Alors, peut-être que Inès, les savons cachalot, non, peut-être Les savons cachalot, ouais, c'est une bonne idée. Ils sont pas mal. Un petit peu. Encore. Non, tu vois, il y a écrit en gros 5 000 € dessus. Là, ouais, des cupcakes. Là. Ah oui, voilà. Ok. Hop, je l'ouvre. Dommage. J'ai l'impression en fait qu'on peut pas avoir une connexion pendant qu'on est sur l'outil de séminaire. C'est curieux. Ah, c'est très bizarre. Oui, j'ai fait le test aussi de mon côté tout à l'heure et je pouvais pas. J'ai l'impression qu'on est bloqué par le. J'ai l'impression qu'on est bloqué par le webinaire. Bon, c'était une bonne idée. Après, une qui est pas mal, si je peux me permettre, c'est OG Crunch qui. C'était très décalé, OG Crunch, c'était sympa. Oui. Voilà, c'est ça. Et qui est vraiment. Juste à côté. Qui est caractéristique, ouais, juste à droite, là, ouais, voilà. Ouais. Qui est caractéristique du produit un peu innovant. Enfin, on est sur un produit artisanal, fait d'une confiserie, donc c'est du chocolat et du thé. Mais qui est vendu sous une forme un peu originale. Je sais pas si tu le vois, Yann. Tu l'as vu, OG Crunch? Mais j'ai peur qu'on ait le même problème. Oui, voilà. Ouais. Bon, on peut malheureusement pas afficher. Après, on peut inviter éventuellement aux personnes qui participent de s'y rendre par la suite, éventuellement de le voir. Mais effectivement, c'est relativement sympa et très décalé, effectivement. Après, globalement, nous, ce qu'on a comme remontée derrière des porteurs de projets qui se sont lancés ou des chefs d'entreprise qui sont lancés dans des campagnes, pour eux, c'est extrêmement formateur. Déjà, pour le travail sur soi, la confiance en soi, la confiance dans son projet, la confiance dans son produit, mais aussi la communication. Enfin, moi, j'ai des personnes que j'ai accompagnées qui ont été transformées par la campagne. Et enfin, ça a l'air marrant quand je le dis comme ça, mais c'est vrai que ça
ça a été extrêmement formateur pour eux, pour la communication et les habitudes de communication qu'ils ont pris par la suite pour leur entreprise. C'est vrai que c'est assez énorme comme immersion finalement dans une campagne de com, surtout avec un délai imparti. Derrière, il y a des vrais résultats et même si la campagne n'aboutit pas, le fait de s'être prêté à l'exercice, finalement, il y a une vraie plus-value pour le porteur de projet. Moi, j'ignorais totalement ce chiffre que tu nous as livré, Olivier, tout à l'heure, là, des 8 à 10 000 personnes qui se connectent par page, finalement, ce qui est vraiment énorme. Hein. Je ne pensais pas qu'on en était à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que ça montre la force, effectivement, d'une campagne et d'une campagne sur votre plateforme en particulier. Alors, sachant que ce sont les chiffres moyens, j'insiste, et une moyenne, donc ça veut dire que c'est l'artisan normal, quoi, hein, qui n'est pas forcément un champion des réseaux sociaux, voilà, qui a effectivement ce chiffre moyen de vues, 8 à 10 000 vues, 1 minute en moyenne de temps de vue, ce qui est sur Internet est vraiment énorme. Parce qu'on est plutôt habituellement sur des temps de vue moyennes de pages Internet sur des sites classiques qui sont plutôt de l'ordre de 5 secondes. Donc 1 minute, ça laisse vraiment le temps au lecteur, en fonction de ce qu'il a envie de regarder, petites vidéos, photos, contreparties, etc., vraiment de prendre connaissance et d'intégrer ce qui se passe sur le financement participatif. Alors ces chiffres-là, ces données, elles sont effectivement disponibles dans ce que j'ai évoqué tout à l'heure, un tableau de bord qui est en back-office, qui n'est pas visible du grand public, qui est visible de vos porteurs de projets artisans, qui est également visible au niveau des CMA ou CRMA qui ont un compte mentor et qui peuvent aller voir sur la page de leurs artisans le tableau de bord et les chiffres qui s'affichent en direct. Petite information d'ailleurs pour les spécialistes, notamment que sont Inès et Thierry qui sont habitués, ce tableau de bord va être encore amélioré très prochainement à la demande justement d'utilisateurs comme Inès et Thierry et d'autres, où on va encore améliorer aussi une deuxième partie de ce tableau qui permet de visualiser d'où viennent les contributeurs. Est-ce qu'ils viennent, ils ont vu un lien mail direct, un compte Facebook, le site d'une mairie, d'une CMA, etc. On va affiner cette visibilité. Alors, merci beaucoup à Aurélien. Merci Aurélien de m'indiquer via le chat que ça refonctionne sur le site KissKissBankBank et qu'on peut se connecter. Donc là, j'ai partagé mon écran, donc je suis sur les savons cachalot, vous devez le voir. Donc pour voir comment se présente une page. Alors effectivement, un visuel un peu attractif, les différents mentors. Alors là, pour ce projet-là, il était mentoré donc par nous effectivement, et automatiquement quand on mentore un projet, CMA France le mentor. Donc on a les deux logos. Il était également mentoré par France Active, donc par l'ERDI, j'imagine. Et donc on voit le nombre de contributeurs, la date de fin. Donc c'est un vieux projet. Donc c'est un projet qui a recueilli 4 320 € sur un objectif de 3 500. Tout un tas de logos qui permettent directement à tout un chacun de partager cette page sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Un descriptif donc du projet, de l'entreprise, un petit blabla avec des visuels, c'est très important. Nous avons sur la droite les contreparties. Hop, je vous laisse peut-être commenter, Inès ou Thierry, parce que moi j'ai la fenêtre du webinar qui est dessus, j'ai un petit peu de mal. Voilà. Là, ici, on avait une campagne qui avait pas mal de visuels et c'était sympa. Et c'est la difficulté souvent qu'ont des artisans, c'est d'avoir des visuels de qualité. C'est que ce soit de toute façon pour leur communication web en général, hein, pas que sur KissKiss. Et puis il y avait eu un bon échelonnement des contreparties aussi, avec des contreparties, pas mal de contreparties assez basses et quelques contreparties aussi sur des prix élevés.
Donc c'est une savonnerie en fait là qui voulait lancer une nouvelle gamme de savons avec des formes un petit peu sympathiques, type cupcake, etc. Mais aussi sur des nouveaux types de produits, type savon à barbe, etc. Donc se diversifier un petit peu sur ces produits. Donc là c'est une entreprise qui fait de la saponification à froid. Donc, il y avait quand même pas mal de visuels, des vidéos qui expliquaient le Les procédé. Donc, vidéos, c'est important également, j'imagine, dans le voilà. cadre d'une campagne. Ben, disons que toutes les vidéos permettent clairement un partage beaucoup plus viral sur l'ensemble des réseaux et notamment les réseaux sociaux. Et enfin, nous, on va dire au niveau du Gard, on l'a vraiment constaté, c'est que les vidéos, à partir du moment où il y a des vidéos sur la campagne, on a derrière beaucoup plus de contributions de la part du grand public, parce qu'il y a eu ce partage viral justement sur les réseaux sociaux. D'autant plus quand la vidéo est un petit peu humoristique, un petit peu sympa, et là, dans ce cas-là, c'est vrai que ça engendre beaucoup plus de partage. Ouais, c'est vrai que c'est une page qui est particulièrement complète. Elles sont pas toutes aussi fournies en texte, en images et évidemment en vidéo. Et voilà, pour illustrer ce que je disais tout à l'heure, à quoi servira la collecte. Donc, il y a le plan de financement dans lequel on retrouve effectivement les 8% de KissKiss en toute fin. Voilà. Hop. Effectivement, c'est une page qui est plus qu'exemplaire. Si je peux me permettre, Yann, de rajouter ce que dit Inès, effectivement, la vidéo, c'est souvent le point sur lequel les artisans sont le plus c'est là où c'est là que se porte le plus souvent leur crainte. Alors pour X raisons, alors soit parce qu'ils n'ont pas les moyens techniques pour le faire, ou en tout cas ils considèrent que voilà ils n'ont pas d'outils de production. Et puis aussi ils ont souvent il y a un côté un peu timide, ils veulent pas trop se montrer. Donc là on est clairement dans notre rôle de conseiller à l'accompagnement, à la création et développement des entreprises, et on peut bien évidemment leur retorquer que, en qualité de chef d'entreprise, c'est quand même normal qu'ils s'adressent à leurs clients potentiels. Et le fait de mettre une vidéo, ça permet aussi de personnaliser, ou en tout cas de montrer qui est le demandeur. Parce qu'il y a, mais je pense que je parle sous le contrôle d'Olivier, il y a des contributeurs qui donnent pas pour le produit, mais juste pour la personne, parce qu'ils ont envie d'aider voilà des jeunes qui se lancent sur un projet social. Enfin voilà, c'est souvent le profil qui est retenu plus que l'outil, enfin que le produit plutôt, pardon, qui est mis en avant. Donc c'est quand même extrêmement important. On est en effet sur un mode de présentation et de communication incarné. C'est plus l'humain, l'affect et l'empathie qu'une communication institutionnelle. Et c'est quelque chose qui met d'ailleurs souvent plus à l'aise certains artisans que de se lancer en effet dans un exercice de com policé. Parce que ça correspond aux valeurs de l'artisanat finalement. Enfin, c'est souvent l'artisan qui incarne son entreprise et ça donne du sens au projet. Et effectivement, l'artisan est peut-être pas, est souvent pas à l'aise en termes de communication, mais c'est lui qui incarne son entreprise et c'est lui qui en parle le mieux de toute façon. Alors, ce qu'on se permet aussi maintenant, alors ça c'est plus le petit conseil technique en fait qu'on leur donne, c'est que effectivement il n'y a pas besoin d'avoir une vidéo qui soit de qualité extraordinaire. Voilà, on leur demande pas de jouer les Spielberg ou les James Cameron, loin de là. Par contre, on leur donne quand même un conseil. C'est la vidéo peut dans l'absolu être de mauvaise qualité en termes de définition d'image. Par contre, il y a une chose que vous devez absolument, enfin à laquelle vous devez absolument prendre soin, c'est la qualité de l'audio. Voilà, il faut qu'on vous entende convenablement. Donc, pour ceux qui ont des difficultés, on leur dit d'acheter plutôt un micro-cravate. Ça coûte une vingtaine d'euros. Bon, ça fait partie de l'investissement de la campagne, mais ça permet au moins d'assurer une très bonne qualité audio. Et alors, Olivier, le fameux onglet tableau de bord, c'est ce dont tu nous parlais, j'imagine. Donc, je vais
Ouais. Juste une question peut-être pendant qu'on est sur cette page, s'il vous plaît. Oui, oui. Donc là, j'ai vu que le nouvel objectif était de 5000, donc il y a possibilité de démarrer avec un objectif à 3005 et par la suite de continuer la campagne. Comment ça se passe cette transition-là? Merci. Exactement. Il y a un objectif initial qui détermine le fameux tout ou rien dont je parlais tout à l'heure. Et l'idée, c'est ensuite de dépasser cet objectif, d'afficher sans cesse de nouveaux paliers au fur et à mesure qu'ils sont dépassés. Il y avait justement une question de Stéphanie de la Chambre de métier de l'Hérault là dans ce sens. Si le deuxième objectif n'est pas atteint, est-ce que l'entreprise récupère quand même la somme de là notamment des 4320 euros ou seulement l'objectif du premier palier, à savoir les 3500 euros? Le tout ou rien est en effet uniquement déterminé par le premier palier et chaque euro collecté au-delà du premier palier est un euro acquis. D'accord, oui. Donc là, dans ce cas-là, l'entreprise effectivement récupère les 4320 euros parce qu'elle a atteint le premier palier. Oui, le bandeau rouge qu'on voyait, c'est surtout un outil de communication qui est fait pour montrer aux personnes qui arrivent en cours de route que même si on avait un objectif initial qui a déjà été atteint, il se passe toujours des choses et il y a toujours d'autres choses à financer. D'accord. Alors du coup, j'étais sur la page tableau de bord que je découvre en même temps que vous parce que j'ai jamais eu, et j'en suis désolé, la curiosité d'aller m'y promener. Donc effectivement, on voit le nombre de vues là qui est de 6482. Après, il y a les données, effectivement, 115 contributeurs, le panier moyen qui est de 37,57 €. Donc en dessous de la moyenne. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est le graphe qui est en dessous aussi que Ouais, c'est ça, l'évolution de la collecte. Ils suivent ça souvent au quotidien et ça permet de savoir qu'est-ce qui s'est passé chaque jour. Il y a une petite médiane verte qui est fournie et qui permet de savoir si on avance ou en retard par rapport à l'objectif final. Puis en dessous, il y a le tableau que j'évoquais tout à l'heure. Là, on est dans la présentation actuelle qui est déjà pas mal détaillée, mais on va essayer de plus la détailler encore. Et on voit en effet d'où viennent les contributeurs. Chose intéressante à mentionner, vous voyez que la première ligne ici, avec 45 contributeurs, c'est un lien direct. Lien direct, c'est tout simplement le bon vieux mail avec un coucou à ses amis ou à ses clients fidèles, si on a déjà un fichier, avec un lien direct qui fait atterrir sur la page de collecte. Je le précise aussi parce que on voit que finalement l'outil qui est le plus efficace, c'est ce fameux bon vieux mailing avec un lien direct incrémenté dedans, qui est relativement facile à l'emploi, plus facile que les éventuels réseaux sociaux ou actions de community management. On voit quand même que Facebook a rapporté 19 plus 5, donc 24 contributeurs. Voilà, juste derrière les mailings, le fameux post Facebook classique. Dans tous les cas, qu'on soit sur un mail ou sur Facebook, ou on le voit juste en dessous, le site même de l'entreprise, il faut évidemment toujours penser à mettre le lien direct pour qu'on puisse cliquer sans avoir à se poser la question de ressortir, de chercher le site, etc., etc. Et donc, on a pour la répartition des contreparties. Oui. Donc là, évidemment, sur le projet final, mais elle se fait également à l'instant T en temps réel. Et elle permet aussi de visualiser à l'instant T si une contrepartie ou un niveau de contrepartie a été beaucoup utilisé ou pas du tout. Si on était ici, par exemple, en cours de campagne, on pourrait se dire, tiens, c'est curieux, la case à 65 €, elle est très peu utilisée. Donc peut-être qu'elle ne plaît pas ou qu'elle n'est pas assez décrite ou que le cadeau qu'on propose n'est pas pertinent et on peut éventuellement la changer en cours de route. Ouais. C'est vraiment une page très intéressante effectivement en cours de campagne et puis post-campagne pour analyser, pour éventuellement en tirer une expérience pour une future campagne. Pendant qu'on est sur ces onglets, tu peux peut-être cliquer sur l'onglet Actualité. J'y vais. Merci beaucoup, Yann. Ça rame un peu, mais ça va s'afficher. Alors, je n'ai pas les autorisations requises pour accéder à cette page. Alors, si tu rentres en mode sur un projet, n'importe lequel,
pour illustrer. Sachez que cet onglet actualité, il est inséré sur toutes les pages de financement participatif. Donc, il y a le corps principal de la page, voilà, qu'on vient de voir ici. Mais il y a également des onglets actualité. Si tu descends un petit peu. Hop, pardon. Pas trop non plus. Ah. Alors, des onglets d'actualité qui peuvent être utilisés par les artisans pendant leur campagne. Je retourne sur le projet. Après leur campagne. Tout ce qui est posté dans les actualités, c'est littéralement une sorte de réseau social en soi, à part entière, avec un fil d'actu. Et à chaque fois, voilà, merci beaucoup. Et à chaque fois qu'on poste quelque chose ici en cours de campagne, tous les contributeurs précédents reçoivent une alerte. Ça permet de redynamiser éventuellement la communication. Mais au-delà des contributeurs précédents, il y a également toutes les personnes qui ont juste liké la page. Vous l'avez peut-être aperçu tout à l'heure, il y a un petit cœur comme sur tous les réseaux sociaux où un lecteur qui n'a pas décidé de contribuer tout de suite peut juste liker pour être alerté justement des actualités. Et de ce fait, il recevra au même titre que tous les contributeurs précédents des alertes à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo en ligne, une recette expliquée et ainsi de suite. Ça, c'est pour l'animation en cours de campagne. Mais c'est valable également pour la communication. On parlait de communication largement tout à l'heure. Pour la communication après la campagne. La page de l'artisan, on la lui laisse active ad vitam aeternam s'il le souhaite. Ça veut dire qu'il peut continuer à donner des nouvelles de son projet, de ses gammes de produits après la campagne. Et à chaque fois qu'il va poster quelque chose dans ses actualités après la campagne, il aura du coup une alerte automatique qui sera envoyée aux dizaines ou centaines de contributeurs et de lecteurs qu'il aura fédérés sur la page. Donc, il s'est littéralement créé une communauté, un réseau social supplémentaire de personnes qui plus est très impliquées, puisque ce sont des personnes qui ont, pour la plupart, contribué financièrement. Ok, page commentaire, des contributeurs. Voilà, en général, c'est souvent des encouragements. C'est le seul micro-défaut que je peux observer sur cette campagne, c'est qu'on a eu beaucoup d'encouragements et de commentaires des contributeurs. Il faut savoir que les porteurs de projets peuvent aussi répondre ici sur ces commentaires. Donc, c'est bien aussi de le faire, de remercier, d'éventuellement répondre aux questions des gens. Et ça donne encore un petit peu plus d'incarnation au projet. Voilà, on a vu en détail une page de campagne un petit peu exemplaire. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres commentaires? Oui, j'avais une question. Donc, tout à l'heure, tu présentais bien le fait que c'est surtout tourné vers les particuliers. Mais est-ce qu'une entreprise locale peut soutenir un porteur de projet aussi via la plateforme KissKissBankBank? Est-ce qu'elle peut mettre de l'argent d'entreprise en sponsoring, par exemple? Absolument. Je disais tout à l'heure que le site est essentiellement par nature fréquenté par des particuliers, mais une entreprise peut tout à fait aussi contribuer. Je donnais cette information surtout pour bien expliquer aux artisans, notamment ceux qui sont en B2B, que ça ne va pas faire arriver des entreprises inconnues qui vont participer. Mais inversement, si l'artisan a des amis ou des entreprises qui veulent contribuer, elles le peuvent aussi. Une seule petite limite mécanique sur ce type de contribution, qui vaut d'ailleurs tant pour les particuliers que les entreprises, c'est le cap des 1 000 € de contribution. À partir de 1 000 € de contribution ou plus par contributeur, on n'a plus une contribution directe enregistrée via la page de crowdfunding. On va demander au préalable une pièce d'identité, un justificatif d'identité au contributeur. Ça, c'est l'application de la réglementation sur la lutte anti-blanchiment. Donc, ça va un petit peu retarder l'incrémentation de la contribution, mais sinon, c'est tout à fait possible. Sachant qu'on a, nous, des porteurs de projets qui créent des contreparties exprès pour des contributeurs entreprises. On avait par exemple le projet des Péquelettes d'El Sol qui proposait de faire l'enseigne ou un panneau des porteurs de projets puisque leur machine leur permettait aussi. Donc voilà, il y avait cette possibilité-là d'inclure une contrepartie qui soit spécifique à des chefs d'entreprise.
On a aussi des porteurs de projets qui ont trouvé des partenaires grâce à la campagne, donc des professionnels qui cherchent de nouveaux fournisseurs. Alors, je pense à des épiceries fines qui cherchent à compléter un petit peu leur offre produit et qui viennent faire un peu de veille sur la plateforme et qui ont identifié un produit voilà qui correspond à ce qu'ils aimeraient vendre. Donc souvent ils achètent le produit en contrepartie, par rapport à une contrepartie, et reprennent contact avec l'entreprise dans la foulée pour leur proposer de leur acheter des produits et pour les revendre souvent à l'autre bout de la France. Merci pour cette illustration. D'autres questions? Johanna, tu as levé Oui, la bonjour. main. Oui, bonjour. J'aurais une question par rapport à, alors si j'ai bien compris, vous disiez que tout ce qui est prévente ou don en échange de contrepartie, c'était possible de les articuler dans la même campagne. J'aurais voulu savoir justement comment a lieu cette articulation, comment ça se présente, comment, voilà, avoir un peu l'aspect d'articulation entre le don d'une part, enfin, en partie, entre guillemets, et la prévente. Comment on peut articuler les deux dans le cadre de la même campagne? Alors effectivement, si quelqu'un choisit une campagne par prévente et uniquement par prévente, on aura, comme on l'a vu tout à l'heure à l'écran, un objectif qui va s'afficher à l'écran avec des unités de prévente. Si en revanche, quelqu'un choisit de faire et de la prévente et des dons avec en échange des petits cadeaux symboliques, on va cette fois avoir un objectif financier qui sera affiché à l'écran avec un montant à minima, 3 000, 4 000, 5 000 euros, etc. Et la façon dont ça va s'articuler dans la page, c'est un petit peu le cas d'ailleurs sur la page qu'on a vue des savons cachalot, ça va s'articuler tout simplement au niveau des cases de contrepartie. Dans les cases de contrepartie, en fonction des différents niveaux financiers de contributions qui sont proposés, on va soit proposer sur les premiers niveaux des remerciements symboliques, des invitations, le nom des contributeurs sur un mur de remerciements sur les réseaux sociaux, et sur les cases supérieures, on va proposer des cases littéralement où on peut acheter les produits. D'accord. La réponse Ok. en version courte, c'est dans l'échelle des contreparties, dans les cases. Ok, très bien. Merci. Merci. D'autres questions? Non? Bon, bah écoutez, dans ce cas, on va peut-être conclure. Voilà, ça fait plus de... Oui, bien sûr, Olivier, vas-y. Merci, oui. Je voulais juste préciser, avant de conclure, effectivement, que dans le cadre de la crise actuelle, nous proposons également des remises de commissions aux artisans qui connaissent des périodes très sensibles et très difficiles. On parlait des dons et des préventes. Pour les artisans qui sont dans des collectes de dons et qui sont en situation de grande détresse actuellement, on propose tout simplement de faire cadeau de la commission KissKissBankBank, ce qui veut dire que les campagnes de ces artisans-là, qui sont en campagne de dons et en grande détresse, ne sont prélevés qu'à hauteur de 3% des frais de monétique externe. Et concernant les artisans qui souhaitent faire pendant cette période sensible également des campagnes de prévente pour passer un peu le cap du trésorerie, on fait également une remise qui est un petit peu moins importante, mais qui est à hauteur de 6% de commission au lieu de 8% de commission. On a également renié sur la part de KissKissBankBank et il reste par contre toujours les 3% de monétique. Merci pour ce complément d'information qui est important. Et je crois qu'il y a aussi des facilités en termes de décaissement des fonds dans cette période. Tu nous as dit ça l'autre jour. Oui, absolument. Donc, on propose aussi, alors en temps normal, les fonds sont récupérés par les porteurs de projets par virement dans des délais qui sont en général de 5 jours ouvrés après la fin d'une campagne. On a décidé depuis la crise, et on va d'ailleurs, je pense, pérenniser le système. On a décidé de faire des versements urgents, entre guillemets, ou en tout cas en cours de campagne, à partir du moment où un objectif affiché est déjà atteint. Si l'objectif de base est déjà atteint, même s'il reste 15 jours ou 20 jours de durée de campagne, on va déjà décaisser l'argent collecté pour l'artisan et on va procéder de façon hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque semaine, jusqu'à la fin de la campagne, on va décaisser
les sous qui sont déjà rassemblés pour faciliter éventuellement le trésor. D'accord. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais conclure rapidement en disant, moi, finalement, ce que je retiens de tout ça, c'est l'intérêt du financement participatif à 3 niveaux. Un, en termes de communication pour les artisans, pour maintenir ou éventuellement renouer le lien avec ses clients en cette période de sortie de crise et éventuellement de relance d'activité. L'intérêt dans le cadre de sa stratégie commerciale pour éventuellement tester des produits, tester un marché par le système de prévente, de précommande, et évidemment, et c'est pas négligeable, le fait de pouvoir faire rentrer un peu de trésor. On l'a vu, c'est pas des sommes énormes, mais 5, 6 000, 7 000, 10 000 euros pour une petite entreprise artisanale pour se relancer en période de sortie de crise, c'est pas négligeable. Ce que je retiens sur l'intérêt de travailler avec KissKissBankBank sur ces campagnes de financement participatif, c'est ce qu'a dit Thierry, le confort, le fait de pouvoir être appuyé par des spécialistes, notamment des projets artisanaux et bien sûr de financement participatif, et de pouvoir s'appuyer sur eux pour co-accompagner les projets artisanaux, et puis également la notoriété de la plateforme, puisque moi j'ai été espanté effectivement par ces chiffres de connexion, 8 à 10 000 personnes, on l'a vu là pour les savons de cachalot, c'était plus de 6 000. Donc effectivement, il y a un vrai effet notoriété de cette plateforme par rapport à des plateformes peut-être plus thématiques. Voilà. Et puis bon, ce partenariat avec KissKissBankBank qui a plus de 4 ans maintenant et qui a fait ses preuves et qu'il faut encourager. Donc, je vous l'ai dit, le webinaire à destination des artisans pour leur donner les clés du financement participatif sera enregistré après-demain et diffusé à partir de mardi 12 mai à 18h et ensuite rediffusé tous les mardis à 18h. Il est possible que ça vous ramène des contacts, en tout cas on l'espère, ça sera fait pour ça, et que vous soyez contacté par des artisans dans ce cadre-là. Si vous avez la moindre question, la moindre interrogation, le moindre besoin d'appui, vous pouvez me contacter Olivier, contacter son collègue Pierre Coin, dont vous avez les coordonnées déjà puisqu'elles étaient sur le dernier slide, mais on vous les renverra. On va vous renvoyer le support de cette formation. On va également, puisqu'elle a été enregistrée, mettre la vidéo sur YouTube de la Chambre régionale pour que vous puissiez éventuellement la revoir ou en tout cas transmettre l'info à vos collègues qui n'auraient pas pu suivre cette formation. S'ils veulent la visionner, ils pourront le faire par l'intermédiaire donc de ce lien YouTube qu'on vous fera passer assez rapidement. Et il me reste à dire un grand merci à Olivier pour tout le travail qu'il fait pour les projets artisanaux et les projets en particulier accompagnés par nos chambres de métier. Un grand merci à Inès et à Thierry de nous avoir fait part de leur expérience en la matière. Et puis un grand merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez été 25 ce matin à nous suivre. Donc Olivier, je crois que tu vas ralentir ton tour de France des chambres de métier et des formations et puis utiliser le système du webinaire de plus en plus pour les formations. Ça te fatiguera beaucoup moins et nous, ça nous permettra de démultiplier ces formations qui sont vraiment très intéressantes. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, si vous avez la moindre question a posteriori, surtout, vous n'hésitez pas. Je pense que vous avez mes coordonnées. Vous avez maintenant celle d'Olivier. Voilà. Bon courage, portez-vous bien et puis à très bientôt. Bonne journée. Merci à tout le monde. À bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir à tous. Merci. Merci, à bientôt.